Aujourd'hui, on va parler d'IA générative et de vidéos. Et oui, depuis quelques mois, on voit maintenant passer des images, des séquences de plus en plus impressionnantes, des plans qui ressemblent à du cinéma, des personnages créés en quelques lignes de texte qui en plus gardent de la cohérence. Ça, c'est assez fou, des univers entiers générés en quelques secondes. Et forcément, une question qui arrive très vite. Est-ce qu'on est en train d'assister à une révolution de la création vidéo? Ou est-ce qu'il y a encore un énorme écart entre la démo spectaculaire et la vraie production professionnelle? Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Bienvenue dans cet épisode spécial de Tech Café. Si vous connaissez pas Tech Café, il faut évidemment mettez pause, que ce soit en audio ou en vidéo, et puis vous vous abonnez, que ce soit au podcast ou à la chaîne YouTube. C'est évidemment hyper important parce que au-delà de cet épisode et de cette vidéo, il y a plein d'autres contenus. En fait, on parle de tech et d'intelligence artificielle au moins 2 fois par semaine. Vous avez même des revues, des modèles d'IA qui sont faits chaque semaine. Donc, je compte sur vous pour vous abonner. Et si vous êtes sur YouTube et que vous n'avez pas encore utilisé vos points de boost, je compte aussi pour que vous puissiez confier des points de boost à cette vidéo pour la faire remonter dans l'algorithme. Et je ne suis pas seul, évidemment, pour ce sujet, pour parler de l'arrivée de l'IA générative dans le domaine de la vidéo et de ses usages. Et pour en parler, je reçois Jade Autin. Elle est productrice chez Frogbox, qui est une boîte de production d'animation. Elle est aussi ambassadrice chez Creative Machine. C'est un collectif qui réunit des professionnels de l'animation, des effets spéciaux, du jeu vidéo et de la création autour des usages de l'IA générative. Je pense que c'est la personne parfaite pour échanger sur ce sujet. Frogbox, juste pour qu'on ait une image, je regardais un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que le truc qui parlera le plus au grand public, c'est les pyjamasques ou est-ce que... Je pense, tout à fait. On est les producteurs de pyjamasques. Très bien. Donc, voilà, ça parle tout de suite. Si jamais vous avez des enfants autour de vous qui regardent ou vous avez eu l'occasion de regarder les pyjamasques, et voilà, vous avez un visage derrière ces animations en tout cas. Jade, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire, nous faire une photo pour les gens qui découvrent un petit peu ce sujet ou qui veulent le suivre de plus près? À quel niveau on est? On enregistre là en juillet 2026. À quel niveau on est aujourd'hui pour qui veut créer de la vidéo avec de l'IA? Est-ce que c'est faisable pour n'importe qui? Est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'il y a des outils à mentionner? C'est vraiment pour avoir un peu un premier aperçu. Alors, il y a une question qu'on pourrait retourner, c'est est-ce que n'importe quelle personne qui a une caméra est capable de produire du contenu? Je pense que c'est la première question qu'on pourrait faire en parallèle. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a une équipe de tournage avec 300 personnes qui vont faire des films qui vont compter plusieurs millions, alors qu'on a tous un iPhone, un pied. Ça. Maintenant, il n'y a plus vraiment besoin même d'avoir un pied. On peut poser son téléphone. Filme en 4K avec mon iPhone, c'est stabilisé. Enfin, j'ai pas besoin de toutes vos équipes, là, toutes vos ressources, voyons. C'est ça. Donc ça, c'est la première question. Donc, on peut peut-être déjà faire une différence entre pouvoir faire, pas de souci. Je pense que ça, pour le coup, en effet, maintenant... Je pense qu'il y a au moins, j'ai pas de chiffres exacts, mais une grande partie de la population, on va dire, qui a pu tester de générer une image en ligne, peut-être même générer une vidéo en ligne. Ça, oui, c'est accessible à tous. Après, est-ce que tout le monde est capable de faire du cinéma ou alors on peut dire du contenu de qualité? Ça, c'est une autre question qui, je pense, est plus subjective et qui est au public de répondre, en fait, peut-être. C'est peut-être ça aussi la question. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais voilà. Non, je pense que ça permet de poser le cadre, mais il se passe vraiment, moi j'ai le sentiment, quelque chose en ce moment. On suit évidemment les modèles d'IA chaque semaine. On a des trucs fous. On a notamment Elgrind, cette espèce de long métrage. Alors, il y avait un petit artifice, c'était présenté à Cannes, mais c'était pas au Festival de Cannes, c'était à Cannes. C'est pas le seul exemple. Il y a des exemples, en tout cas, qui techniquement sont bluffants. On a déjà parlé avec mon compère Guillaume Poggiaspala dans Tech Café d'à quel point ces contenus sont pas forcément ceux qui offrent la plus grande qualité éditoriale, mais on arrive quand même à un espèce de niveau. Enfin, en tout cas, on va aborder ça ensemble et puis surtout le rôle sur le métier. En tout cas, pour commencer, on voit que les vidéos aujourd'hui générées par IA semblent presque réelles. Il y a un petit artifice, il y a peut-être peu ce sentiment d'Uncanny Valley, ce sentiment de vallée de l'étrange, parce que ce sont des visages qui sont très
très crédible, mais en même temps, c'est pas humain. Il y a un sentiment qu'on peut avoir. En tout cas, de ton point de vue, toi qui suis ça, j'imagine, de très très près dans le cadre de ton métier, est-ce qu'on est face à un nouvel outil de création, tout simplement, ou est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce que c'est un changement plus profond dans la façon de fabriquer des vidéos au sens large, des films, des séries, des dessins animés? On pourrait parler des jeux vidéo, mais on va peut-être se concentrer principalement sur les vidéos. Où est-ce qu'on met le curseur aujourd'hui, selon toi? Donc la question c'est, pardon, est-ce que tu Est-ce peux... qu'on est face à un simple nouvel outil de création, voilà, pas un Photoshop, mais un Premiere, Ok. un After Effects de plus, ou est-ce que c'est plus profond que ça dans la manière d'aborder la réalisation des contenus vidéo? Alors, je pense que l'arrivée de l'IA, alors déjà, nous, on différencie un petit peu l'IA et l'IAG. L'IAG, IA générative et intelligence artificielle classique, euh, pas générative, quoi. Donc, on va vraiment différencier les deux parce que dans nos métiers, c'est important. L'intelligence artificielle a toujours été présente, par exemple, dans les VFX, dans l'animation. Mais l'intelligence artificielle générative, là, on parle encore d'autre chose. Et même dans intelligence artificielle générative, il faudrait qu'on puisse en fait faire des sortes de sous-catégories de choses qui existent ou qui n'existent pas. Parce que il y a du machine learning, il y a du Gaussian splat, il y a plein de technologies qui sont différentes. Et nous, quand tout le monde met dans le même panier IA générative, déjà, c'est un peu une erreur parce que on parle pas forcément de la même chose. Bien sûr. L'arrivée de l'intelligence artificielle tout court dans le monde, notre sens, dépasse en fait l'audiovisuel. Ça touche vraiment la population mondiale, ça touche enfin, ça touche tous les corps de métier, ça change la façon d'apprendre, la façon d'appréhender le monde, la façon de réfléchir. Enfin, c'est tellement plus gros que finalement on se dit bah l'audiovisuel finalement c'est un des pans qui est touché. Et forcément, l'intelligence artificielle générative, ça va toucher directement euh, le contenu parce que c'est très rapide, comme on se disait tout à l'heure, de générer une vidéo, de générer une photo. On se dit, waouh, mais c'est incroyable. Mais ça, c'est un peu l'effet waouh du début. Puis après, en fait, quand des professionnels d'image vont regarder vraiment une image, ah bah non, en fait, là, il y a un pixel mort. Ah, en fait, là, l'intention qu'on voulait dans le comédien, il n'est pas du tout ce que je voulais. Ah, j'ai beaucoup de mal à demander au personnage de faire exactement ce que j'avais en tête. Parce qu'il faut savoir que quand, par exemple, un réalisateur de dessin animé fabrique un dessin animé, on va pas juste poser aléatoirement les cadres. On va se dire, ok, là, il fait une entrée de champ à gauche parce que dans la narration, ça veut dire quelque chose de particulier, parce que là-bas, il y avait une symbolique derrière un buisson. Enfin, il y a plein d'autres paramètres qui font qu'avec de l'IA, en fait, on va juste générer des images random comme ça, un peu classiques. Euh, donc, pour essayer de revenir un peu à ta question, oui, c'est l'arrivée d'une nouvelle technologie qui n'a rien à voir avec les technologies d'avant, on le sait, qui pose beaucoup de problèmes aussi à la fois éthiques, sociétales, écologiques, juridiques, même dans nos métiers de création, c'est très important. Et donc, on va un peu voir l'arrivée de quelque chose, on ne sait pas encore trop quoi, mais qui, c'est sûr, va révolutionner le monde de l'audiovisuel, mais le monde en général. En tout cas, Si on, c'est s- mon avis. Si on se base sur les derniers, effectivement, l'IA au sens large, bon, c'est un peu trop vague et on aime bien aussi dans ta café rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas arrivée avec ChatGPT et quelque part tu fais aussi ce parallèle et tu as bien raison. Quand on parle juste vraiment de génération de vidéos, tu vois, quand on voit les vidéos générées sur la base d'un prompt avec les mid-journées, les outils plus spécialisés, etc. euh, Tu dirais que c'est arrivé quand, de manière un peu... Déjà, est-ce que vous l'utilisez? Si oui, dans quel domaine, pour quelles applications et quand est-ce que ça a commencé? Alors, à notre sens, donc par exemple Creative Machine. Donc Creative Machine, je rappelle juste, c'est donc Oui, un groupe, présente le collectif peut-être, ouais. c'est ça, c'est un groupe du coup d'études et d'expertise qui font beaucoup de veille et d'expérimentation et d'événements autour des intelligences artificielles génératives appliquées au milieu culturel et créatif, notamment animation, VFX et jeux vidéo. Parce que, on va dire, ces trois métiers vont être ceux qui vont être peut-être instinctivement les plus touchés
Enfin, c'est ce qu'on se dirait. On va peut-être creuser un petit peu après. Bon, voilà, je spoil pas, C'est mais c'est pas forcément le cas. oui. Mais voilà, donc nous on fait vraiment cette veille et donc Creative Machine, on s'est formé en fin 2023. Et en fait, c'était le moment où là vraiment, donc ChatGPT était arrivé et tous les jours il y avait des nouvelles annonces qui se faisaient. Donc là, il y a eu une sorte d'accélération en fait à ce moment-là et aussi accélération grand public. C'est-à-dire là, finalement, n'importe qui pouvait toucher à ça, alors qu'avant, c'était réservé à des gens qui étaient vraiment déjà très techniques. Là, un peu notre voisin du troisième qui n'est pas du tout technophile peut aller utiliser des IAG. Ouais, c'est-à-dire qu'au-delà de l'outil et de la technique, il y a aussi effectivement, et là aussi on en parle assez régulièrement dans le podcast, la mise à disposition de la technologie. Et quand c'est disponible pour le plus grand nombre, bah effectivement ça change un petit peu la donne, quoi, c'est sûr. Exactement. Et donc, ce collectif, il a été lancé par une école à la base qui s'appelle Creative Seed, qui est basée à Rennes. Creative Seed a bénéficié a été lauréat de France 2030, la grande fabrique de l'image. Un appel d'offres qui avait été fait par l'État, qui permettait notamment aux industries culturelles et créatives de se développer plus. Donc, il donnait une subvention. Et le projet de Creative Seed, c'était étude du futur des emplois dans l'animation. Et c'est à ce moment-là qu'on voyait que l'IA arrivait. Donc ils se sont dit, bah en fait, on va tout de suite aller étudier l'IA. Et en fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'il y avait donc tellement d'infos, que ça devenait très anxiogène en fait. Pour même tous les head of innovation de tous les studios, ils se disaient, mais comment on fait pour suivre ça en fait? C'est tellement gros. Donc ils se sont dit, bah en fait, si on se met ensemble, on sera plus fort. Et c'est un des, je veux dire, des particularités du secteur de l'animation, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est que l'animation, on est un secteur qui est très soudé. On est un petit secteur hein, dans l'audiovisuel, on est entre 8 et 10 000 personnes qui travaillent, tous métiers confondus, en animation en France. Et pourtant, on est le quatrième pays qui produit le plus d'animation dans le monde. Donc, voilà, on a vraiment le savoir-faire français, etc. Mais finalement, il y a quand même une sorte de... Alors bien sûr, il y a du coup de la concurrence entre les studios, etc. Mais il y a quand même cette sorte d'entraide. Par exemple, les logiciels open source, les technologies comme ça, où en fait les studios partagent finalement parce que bah, on se rend compte qu'en fait à plusieurs on est plus fort. Et donc là, on a eu une petite agrégation de plusieurs personnes qui ont commencé à donner ah bah moi j'ai découvert ça, est-ce que tu as entendu parler de ça? Puis il y a eu des débats. Et en fait, on a aussi ouvert une porte aux gens qui étaient très angoissés parce qu'en fait, on se dit, il y a des personnes qui apprennent un métier. Donc par exemple, quand on fait une école d'animation, ça peut durer entre 3 et 5 ans. Et dans 5 ans, en fait, moi, là, on me dit que dans 2 mois, l'IA me remplace. Comment est-ce qu'on gère ça? Et donc voilà, donc on a vraiment ouvert ça. Et donc à la base, on était 10-20 sur un Discord. Et maintenant, on est plus de 1100 personnes qui parlons de ces sujets au sein de Creative Machine, du coup, en ligne. Et donc, pour ton autre question, est-ce que, par exemple, nous, on utilise de l'IA donc chez Frogbox ou dans les studios d'animation en général, on va dire en production vraiment éprouvée, etc. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de studio qui s'est revendiqué utiliser de l'IA, enfin de l'IA générative à 100% dans des studios traditionnels, on va dire. Bien sûr, chacun fait sa veille, chacun va tester, on va voir des choses, mais on se rend compte que finalement, il y a beaucoup aussi de promesses marketing qui sont faites par du coup les géants de la tech, donc qui nous disent donc voilà, je vous fais une pub, regardez, vous générez exactement ce que vous aviez en tête, si ça marche du premier coup, bah en fait nous on se rend compte que pas du tout, pas du tout. Et ça, on l'a expérimenté beaucoup aussi chez Creative Machine, puisqu'on organise des temps d'expérimentation avec justement des professionnels. Donc, en gros, euh, notre idée, c'était quand des professionnels de l'animation, par exemple, ou du jeu vidéo, vont s'emparer de cette technologie, qu'est-ce qui en sort vraiment? Et donc là, on se rend compte que, bah, en fait, non, c'est pas aussi magique, c'est pas aussi euh, waouh que ce qu'ils nous disent. Alors au début, on est en mode, ah, bah, c'est génial. Et puis après, plus on creuse, plus on se rend compte que bah non, en fait, il n'y a pas du tout de raccord entre deux plans. Voilà, comme on se disait, il y a un gros manque de contrôlabilité. Voilà.
Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui, enfin, quand on voit un peu à la manière à laquelle ça évolue, moi j'ai tendance à me dire, il y a 2 ans, on imaginait à peine générer des vidéos avec des IA aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui. Et puis t'as raison, il y a des technologies, le motion splatting, etc. Qui font évoluer aussi la donne. Mais est-ce que tu penses que cette contrôlabilité, si jamais on avait plus la main pour corriger ce qui arrivait, et d'ailleurs c'est peut-être des technologies qui vont se démocratiser dans un an, quoi, le fait de pouvoir ajuster plus facilement que ça les plans, est-ce que là pour le coup ça changerait la donne? Est-ce que le seul frein aujourd'hui à l'adoption, enfin le principal frein aujourd'hui à l'adoption, c'est encore une fois le manque de maîtrise que vous pouvez avoir sur les plans qui sont générés? Alors, là, il faut savoir que donc nous, on a commencé à expérimenter en avril 2024, c'était notre première expérimentation. À l'époque, je me rappelle, j'avais eu, par moi, beaucoup de mal à faire cligner des yeux en robot. Ok, d'accord, ouais. On en était là. Ouais. Là, on a refait la dernière expérimentation, c'était avril 2026. Et là, en fait, il y a eu des choses qui étaient assez incroyables, c'est vrai. Là, on s'est dit, ah oui, et même on en avait fait une en novembre 2025, on s'était dit, bon, ça va, on a encore plusieurs mois, plusieurs Ok. années de tranquillité devant nous. C'est à Et cette là, on vitesse-là. était un peu plus, 6 mois après, ah oui, on voit que ça a quand même beaucoup évolué, que par exemple, avant, on disait, on avait ce qu'on appelle un taux de déchet, donc pour 1000 images générées, on en choisissait une, et encore, elle nous satisfaisait pas trop. Là, on était plus sur un ratio de 1 sur 5, voire 1 Ouais. sur 3. Donc, on voit que les modèles s'affinent. Ça, c'est une réalité, on peut pas la nier. Après, sur ta question de est-ce que l'adoption est uniquement liée au manque de comptabilité? Non. Clairement, on est face aussi à une grosse résistance du secteur dans son ensemble pour des questions juridiques. Ok. Alors, je rappelle que, par exemple, en France, on est sur un modèle très particulier qui fonctionne sur le droit d'auteur, c'est-à-dire que comment dire, les personnes qui créent sont protégées par le droit d'auteur en France. C'est-à-dire que avec ce qu'ils ont créé, ils perçoivent des droits. C'est un cercle qui est très vertueux, qui existe, enfin, qui n'existe pas. Enfin, voilà, on est vraiment sur Il n'y a pas l'exception culturelle. d'équivalent ailleurs, en fait, Alors, je finalement. Enfin, pense qu'il y a peut-être pas des beaucoup, on sait équivalents, pas. Ouais. mais disons qu'en France, c'est vraiment très spécifique. On D'accord. appelle ça l'exception culturelle, voilà. Et là, en fait, on sait que pour avoir entraîné du coup des modèles, il me semble que c'est des trillions de données. Donc, ils ont le terme c'est scraper, donc récupérer en ligne illégalement des choses qui appartiennent à des gens, donc des choses qui sont protégées par le droit d'auteur français. Et ça pose une vraie question parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc des gens ont été volés sans répercussion et que en plus du coup on va utiliser ces données-là pour comment dire pour recréer du contenu sans que les artistes originels aient été rémunérés ou Mhm, dédommagés ou quoi que ce soit, et sans qu'ils mhm, aient donné même leur accord, leur accord. mhm. Donc ça, c'est un vrai problème, et donc forcément, les artistes ne veulent pas, pour la plupart, travailler avec ces technologies qui les ont déjà dépossédés. Oui, d'accord. Alors, Mhm, je parle pas de la majorité non plus, hein, mhm. tout est tout est nuancé dans ce que je vais dire. Aussi, ce que je vais dire là, c'est vraiment mon point de vue et ma vision. Elle peut être différente. On a différents points de vue, on comprend, mais on sent que c'est un sujet qui polarise énormément Tout à la fait. communauté. Voilà, nous, on a déjà eu, par exemple, des pétitions contre nos événements. On essaye pourtant d'être dans le dialogue. On essaye en fait, nous, d'agréger un maximum les avis, qu'on soit IA enthousiastes, donc des gens qui l'utilisent au quotidien, ou à l'opposé, qui sont ultra réfractaires, qui n'ont jamais utilisé d'intelligence artificielle de leur vie. On essaie de faire cohabiter les deux points de vue pour qu'en fait on aille un peu tous dans la même direction, parce que ce qu'on veut quand même tous, je pense, c'est une régulation, euh, enfin, j'allais dire une rentabilité. Aussi, c'est un fait. Il faut savoir que le secteur de l'audiovisuel en France et dans le monde est en crise. Le secteur de l'animation en particulier également. On avait, du coup, pour retracer aussi un petit peu l'histoire, on a eu ce qu'on appelle l'éclatement de la bulle des plateformes, c'est-à-dire dans les années entre 2020 2020, enfin, entre 2000, on va dire 2015 et 2022, il y a eu l'explosion des plateformes. Donc les plateformes commandaient énormément de commandes aux studios français. euh, voilà, on avait vraiment, certains ont appelé l'âge d'or de l'animation, où donc il y avait beaucoup de commandes. Du coup, le secteur il a grossi, grossi, grossi.
Et d'un coup, crise du Covid, etc., on a coupé tous les financements. Et là, du coup, les producteurs se retrouvent en difficulté pour aller financer leurs projets et réussir à sortir leur contenu. Avec ça arrive l'IA en même temps, enfin l'IAG grand public. Et donc là, il y a aussi eu j'allais dire des amalgames, c'est-à-dire on a dit bah en fait on n'a plus de métier, ah c'est à cause de l'IA. Non, pas que. Et enfin même pas du tout pour l'instant. Mais les producteurs en même temps, ils voient peut-être une possibilité de pouvoir produire leur contenu à moindre coût, en tout cas c'est ce qu'on leur vend, et donc de pouvoir faire leur contenu quoi qu'il arrive, sinon le contenu n'aurait jamais existé. Donc il y a aussi un peu ces questions que beaucoup se posent de comment est-ce qu'on pourrait réussir à rentabiliser plus nos productions. L'animation, ça coûte extrêmement cher. C'est des centaines de personnes, encore une fois, c'est des travaux qui s'étalent sur plusieurs années, il faut le savoir. Et donc, comment est-ce que cette technologie peut réussir à faire avancer les choses peut-être plus vite, à moindre coût, voilà, c'est toujours un peu ces questions-là qui se posent. Dans les freins, tu as parlé de plusieurs problèmes posés par cette techno et tu en as désigné, j'allais dire, c'est peut-être une raison plus qu'un problème, mais en tout cas une motivation phare à la non-adoption de ces technologies par les équipes. C'est en gros, si je comprends bien, ne pas cautionner quelque part ce vol organisé qui a été fait sur l'ensemble des créations illégales, qui fait d'ailleurs l'objet de cadrage juridique avec toutes les nuances et les réserves qu'on pourrait apporter sur les conditions politiques américaines en ce moment, mais mettons ça de côté. En tout cas, ce que je retiens, c'est que la profession aujourd'hui est plutôt pas fan de cautionner l'usage d'un outil qui a un peu pillé le travail. Est-ce que tu dirais que c'est le principal frein? Est-ce qu'il y en a d'autres qui cumulent aussi le refus? Alors il y Tu en a parlais d'autres, notamment de ouais. la maîtrise sur les contenus générés sur lesquels on n'a pas bien la main. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, en effet, la contrôlabilité, c'est vraiment la clé, en tout cas en audiovisuel. Donc ça fait partie, c'est-à-dire que si demain on se dit, bah, imaginons qu'il y ait une technologie qui fasse je sais pas, on imagine un truc dans notre cerveau et puis là ça sort automatiquement, peut-être que ça remettrait un petit peu en Ouais, cause aussi d'accord. ça. Ok. Mais il y a quand même d'autres problématiques qui sont claires. C'est donc par exemple, il y a on va dire une problématique éthique, c'est-à-dire on sait que toutes ces données, elles ont été triées quand même par des gens, par des Oui, humains ok, pour le coup, oui. Mm, qui dans d'autres pays, on va dire en développement, qui du coup on fait ça dans des conditions qui sont pas forcément légales ni éthiques humainement. Donc ça peut être un des freins aussi, de se dire ben est-ce que je cautionne cette technologie qui vont employer des humains dans des conditions défavorables. Une autre problématique que j'entends souvent, même auprès des étudiants, etc., c'est l'écologie. Alors en plus là, juillet 2026, on est en pleine canicule, donc on sait que il nous faut des tonnes et des tonnes d'eau, en plus d'eau du coup douce, pour refroidir des data centers. On sait que l'entraînement des data centers pour entraîner les données, etc., ça consomme énormément d'énergie, énormément d'eau dans un contexte où certains pays ont presque plus d'eau potable. Ouf, là aussi, question très tricky. Pour moi, c'est déjà, enfin voilà, donc il y a ces problèmes-là. Et puis on en parlait aussi, le problème de l'apprentissage. Le problème de l'apprentissage, c'est nous, comme je te disais, c'est un savoir-faire qu'on transmet depuis plusieurs générations. Euh, Par exemple, quand vous voyez des dessinateurs d'animation ou oui, voilà, des dessinateurs d'animation qui vont en quelques traits de stylo te faire un portrait incroyable qui représente pour le coup exactement ce que le réalisateur avait en tête, c'est pas quelque chose qu'ils ont appris comme ça du jour au lendemain. Ils ont dû répéter encore et encore le geste. Ils ont dû d'abord passer par ce qu'on appelle vraiment du clean. Si on prend un storyboard, les storyboarders, par exemple, c'est un métier où les gens font très vite. Ils dessinent 10 plans par jour, par exemple, ce qui est déjà énorme. Enfin, ils vont très vite, ils posent des cadres, ils réfléchissent. Enfin, c'est un métier qui est vraiment extraordinaire. Et pour, on va dire, devenir un storyboarder expérimenté, ils ont dû d'abord faire le clean. Tu vois, ils ont dû repasser derrière quelqu'un qui avait fait des petits bonhommes un peu mal faits pour retracer les yeux, refaire le trait, comprendre, regarder, apprendre. Et en fait, on se dit avec l'IA, il y a un raccourci qui serait, bah, en fait, on passe directement de je sais ce que je veux à j'ai ce que je veux. Et donc,
il y a moins ce parcours d'apprentissage. Et ça, c'est aussi une des questions que tout le monde se pose, c'est-à-dire même à échelle, je vais dire mondiale, c'est comment est-ce qu'on ferait pour avoir nos futurs seniors si on ne passe pas par les juniors. Donc ça, c'est aussi une vraie question de comment est-ce qu'on entraîne les gens. Si on remplace tous les assistants par de l'IA, par exemple, comment est-ce qu'on fera pour dans 10 ans avoir des médiums et des seniors. Voilà. Il y a des valeurs éthiques et sociétales très fortes en fait, quand tu me donnais les raisons de non-utilisation de l'outil, moi, j'avais en tête le fait, bon, qu'on n'avait pas forcément suffisamment le contrôle, mais vraiment, je suis très marqué par le fait que l'ensemble des motivations que tu évoques sont des motivations autour de valeurs éthiques et sociales. Et bon, il y a un truc qui fait parfois grincer des dents, mais c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on se dit parfois le business prime, quoi. Et j'ai l'impression que si jamais demain des IA arrivaient à super bien faire le job avec un contrôle très précis des plans, comme tu le disais, j'aime bien ton image, tu imagines une scène dans ta tête et elle devient réelle et elle est produite par une IA, par un ordinateur, par un système informatique. Est-ce que tu penses que ça écraserait ces valeurs et que forcément l'entreprise adopterait? Je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si tu as vu la série de Playlist qui est dispo sur Netflix. C'est une série qui romance un petit peu, mais qui raconte l'arrivée et la création de Spotify, qui a été évidemment quelque chose qui a bouleversé des entreprises qui étaient bien établies dans leur domaine et qui avaient un historique très fort, sur lequel je peux faire un certain nombre d'analogies, mais évidemment très limitées sur le domaine de la production audiovisuelle tel que tu le décris, c'est celui des maisons de disques. Et j'avoue qu'il y a un certain nombre d'éléments évidemment très business autour des maisons de disques, mais il y a aussi parfois, probablement à tort, peut-être à raison, mais des motivations qui étaient évoquées de la part des maisons de disques autour de l'art, tu vois, de la création de la musique. C'est-à-dire, on avait cette image de la musique qui était un support physique, un disque CD, un disque vinyle, un objet sur lequel il y a une forme de noblesse qui fait tout l'héritage d'un travail créatif humain. Et la vision qu'il y avait à l'époque de Spotify, c'est que c'était vraiment dénaturer l'art musical. Est-ce que tu penses qu'il y a une forme de dogme et vraiment, moi, j'ai pas de parti pris et vraiment, j'essaye d'explorer le sujet d'un point de vue humain. Est-ce que tu penses que ça relève du dogme et que même si demain les outils arrivaient à faire les plans parfaits qu'on imagine, ça resterait figé comme ça, ou est-ce que ça reste des vœux pieux aujourd'hui? J'ai envie de dire, tout est une question de position. En fait, on a reçu en conférence un monsieur qui s'appelle François Pachet, qui est ancien directeur de chez Spotify, qui est venu parler justement de ce qu'il avait pu observer face à l'arrivée de l'IA dans la musique, parce qu'ils sont quand même plus en avance que la vidéo sur ces sujets. Et donc, je me souviens, il a posé une question en introduction. Pour info, la vidéo est disponible aussi sur notre YouTube de Creative Machine gratuitement. Je vous invite vraiment à voir cette conférence parce que je la trouve passionnante. Je mettrai le lien, tu vois, je fais comme les vrais youtubeurs, je mettrai le lien, là, il sera cliquable ici, tu vois, il sera dans la description. Et en fait, François disait, maintenant, entre guillemets, n'importe qui peut faire de la musique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de succès dans le monde? Non. Scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a autant de succès qui arrivent dans le monde aujourd'hui que dans les années 50. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a plus de contenu qu'il y aura plus de succès. Et la deuxième question qu'il a posée, c'est est-ce que vous faites de la musique pour vous ou est-ce que vous faites de la musique pour, comment il a dit ça, pour que ça plaise au plus grand nombre? Donc il y a un peu cette question aussi, c'est-à-dire quand on fait un contenu, quand on raconte une histoire, parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'est ça l'audiovisuel, c'est on raconte une histoire. Voilà, c'est juste ça. Euh, Est-ce qu'on raconte pour nous ou est-ce qu'on raconte parce qu'on veut que la plupart des gens aiment cette histoire? Donc il y a vraiment déjà une question. Ou est-ce qu'on la raconte pour raconter un propos? Donc ça, c'est un truc presque philosophique, je dirais, qui nous a dit. Et après, il nous disait, bah nous, on a étudié chez Spotify comment justement, qu'est-ce qui faisait un succès, par exemple. Mhm. Et donc, il expliquait que ils se sont rendus compte que le succès, c'était un nuage de points qui représentait le chaos. Et donc, en fait, qu'il n'y avait pas de règles dans un succès.
Donc, en fait, c'est un peu la même chose avec l'adoption de l'IA, c'est-à-dire, bah, au final, ce sera peut-être, entre guillemets, juste un outil. Si, par exemple, on levait toutes les questions juridiques, si on levait toutes les questions, toutes les problématiques qu'on a listées, imaginons qu'on arrive à les mettre de côté et que la technologie soit exactement ce que j'ai dans le cerveau qui apparaisse à l'écran. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'on arrivera à produire plus? Forcément, oui, mais plus de contenu de qualité, c'est une vraie question que beaucoup de gens se posent, je pense. On parle, on s'attarde beaucoup ensemble sur les, enfin peut-être que c'est ma vision des choses, mais j'ai le sentiment qu'on aborde beaucoup aussi notre discussion sous l'angle de l'IA générative pour la vidéo évidemment. Mais quand on dit vidéo, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses avant. Il y a des réflexions, il y a des messages qu'on veut porter, il y a bon dans plus en aval après, j'imagine la distribution, le faire savoir des contenus vidéo. Au-delà des IA génératives de vidéos, est-ce que vous utilisez, à ta connaissance, quand je dis vous, c'est globalement dans les métiers, les IA génératives pour autre chose que de la vidéo, pour de l'idéation, pour travailler les scénarios peut-être, pour de la génération de concepts, pour challenger peut-être aussi un peu des idées. Au sens large, est-ce que de l'IA générative, pas forcément génératrice de vidéos, vous en utilisez? Alors, forcément, on va dire, on peut être tenté d'utiliser de l'IA dès le début parce qu'on n'a rien. Donc on se dit bah ça va nous aider. Mais il Contre la faut page savoir blanche. que un peu. Alors il faut savoir que oui, je pense qu'il y a plein de gens qui l'utilisent quand même pour se donner des idées, pour peut-être rassembler leurs idées. Ça c'est des choses que le secteur ne se cache pas forcément d'utiliser. Alors pas tous, encore une fois, hein, certaines personnes à ma connaissance. Après il faut savoir que donc, peut-être, je sais pas à quel point les gens sont tech, mais l'intelligence artificielle générative, c'est, on va dire, une entrée qui va aller dans un nuage de points. Je synthétise parce que moi-même, je suis pas forcément très technique, mais comme ça, de ce que j'ai compris, c'est un nuage de points, donc qui s'appelle l'espace latent. Dans ce nuage de points, le premier point va aller pointer quelque part un point dans ce nuage de points, et de là, on va en ressortir quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, on va rien créer de nouveau. Et le terme même intelligence artificielle est très confusant parce qu'on se dit, ah bah intelligent, ça veut dire que c'est un truc. Non, en fait, c'est juste un chemin d'algorithme, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir rien de nouveau. On va forcément aller puiser dans un truc qui existe. Or, je pense, dans l'audiovisuel, dans l'écriture, dans la création, on cherche tout le temps des nouvelles choses, même si on s'inspire d'artistes passés, de références, on se nourrit d'histoires, de ce qui s'est fait, etc. Il y a quand même, on va dire, une petite part au moins de nouveauté, de création. Et du coup, utiliser de l'IAG pour avoir des nouvelles choses, en fait, limite statistiquement, ils vont nous sortir quelque chose de moyen. Donc, c'est pas forcément ce qu'on recommanderait. Mais encore une fois, je voudrais aussi nuancer mon propos, c'est-à-dire là, on se positionne en tant que producteur français ou en tout cas écosystème français, européen, etc. Mais par exemple, il n'y a pas longtemps, on a organisé un sommet avec Creative Machine pour rassembler entre 40 et 60 personnes à Annecy, donc qui est le festival d'animation mondial tous les ans qui a lieu. C'est un peu l'équivalent du festival de Cannes pour l'animation et qui donc a rassemblé entre 40 et 60 professionnels du secteur, mais mondial. Et là, on s'est rendu compte aussi que dans certains pays en développement qui n'ont pas toutes les infrastructures qu'on a, etc., parce qu'on on a pas donné les moyens, eux, c'est une opportunité en or. Ils se disent, on va pouvoir raconter nos histoires enfin. Alors qu'avant, on n'avait pas les infrastructures, on n'avait pas tout ça. Donc, il faut aussi nuancer le propos, c'est-à-dire nous, on veut beaucoup réguler, être entendu, etc. Mais bah, on est le quatrième pays qui produit le plus d'animation en France. Donc, il y a aussi ça qui se joue, je pense, euh, dans ce que je dis. J'aime ta pédagogie et le recul dont tu fais preuve. Je pense que tu synthétises bien les choses. J'anticipe tout de suite des commentaires et des réactions qui, je pense, ne manqueront pas d'arriver sur ce que tu abordais. Donc sur ta description, alors, on a des épisodes hors série de Tech Café où Guillaume Poggiaspala, mon compère, a expliqué vraiment de manière très détaillée le fonctionnement des IA, des transformers, des LLM. Donc on a avec nous au moins pour partie
un public fidèle qui est très conscient, je pense, de comment ça marche, avec des gros guillemets. Mais c'est vrai qu'une partie je pense, des gens qui regardent cette vidéo et écoutent cet épisode vont rétorquer le fait que les modèles d'IA, il y a aussi une part de chaos, une part d'arbitrage, une entropie qui est faite sur le choix des éléments. Et autant ils sont extrêmement réducteurs. En vrai, on aborde ce sujet, j'ai l'impression, toutes les semaines ces derniers temps. Mais ils peuvent faire preuve de très peu de créativité. Le petit exercice à la mode en ce moment ces derniers jours, c'est demander à un chatbot IA de vous générer un chiffre entre 1 et 10 au hasard. Et il y a 99,9% de chances qu'il vous sorte un 7. On a aussi le fameux Elias Thorne qui est un personnage, enfin en tout cas le nom qui revient très souvent quand on demande aux IA de créer des histoires qui soient très personnelles. À chaque fois, c'est des gardiens de phare, des horlogers, des gardiens du temps. Voilà, donc ça tourne en boucle autour des mêmes sujets, mais il y a aussi une part de créativité. Je pense que ça les sociétés qui développent les IA bossent, et les modèles d'IA en général bossent sur la créativité qui peut être apportée. Et c'est vrai que je suis toujours encore aujourd'hui un peu gêné de me dire, est-ce que l'humain en viande tel qu'on aime le désigner dans Tech Café a beaucoup plus de créativité innée dans son cerveau que n'en a l'IA et les modèles informatiques sur la base des connaissances qu'on a du monde et des autres créatifs. Mais c'est un débat tellement complexe, tellement ouvert qu'on aura du mal, je pense, à le trancher même au fil des années. J'ai l'impression que c'est un sujet compliqué quand même. Oui, et c'est vrai que du coup, les biais dont tu parles, on l'a aussi vu, alors nous déjà en expérimentation, mais aussi, c'est-à-dire, on demande de générer un médecin, il va forcément générer un homme. On va demander de générer. Enfin, voilà, il y a des biais comme ça, mais c'est des biais humains que la plupart d'entre nous avons aussi. Donc, c'est vrai que tu as raison. Est-ce que ça représente en fait la majorité en tout cas, enfin, d'une certaine partie du monde, en tout cas. Ouais, c'est un vrai débat. Je m'attarde une seconde avec toi sur les métiers. Est-ce que, et je réfléchis notamment à des passionnés de l'audiovisuel qui rêvent peut-être depuis tout petit de faire des pyjamasques ou d'autres productions, qui peut-être même se sont expérimentés à en faire avec les outils traditionnels qu'on peut avoir, voilà, du dessin. Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur les orientations? Est-ce que tu penses que c'est un peu dangereux aujourd'hui de consacrer ses études dans le domaine? Est-ce que parce que ça peut trop vite changer, ou est-ce que au contraire tu penses que ça changera pas grand-chose? Enfin, je sais pas si tu as une vision de. C'est un peu compliqué parce qu'il faudrait avoir une boule de cristal, mais. Ouais, c'est une question très difficile. Même du coup dans le secteur, on se l'est posé donc il y a 2 semaines à Annecy. On a du mal à avoir une vision même sur 3 ans, pour te dire. On ne sait pas d'ici 3 ans comment ça va évoluer. Même on peut se dire que dans 6 mois, on ne sait pas trop. Donc euh, c'est difficile de pouvoir orienter les jeunes sur cette question. Mais on m'a posé la question, par exemple, de si on devait conseiller un skills à un jeune du secteur qui voudrait arriver dans ce métier, qu'est-ce qu'on conseillerait? Et donc moi j'ai recommandé, mais encore une fois c'est ma vision, hein, c'est l'esprit critique. Parce que quand une IA nous sort par un rapport, il faut qu'on puisse analyser si ce qu'elle nous dit c'est vrai ou pas. Il faut qu'on puisse sourcer, il faut qu'on puisse prendre du recul et il faut qu'on puisse challenger. Ça, sans esprit critique, déjà, c'est pas possible. Et la deuxième chose, je dirais, c'est justement la vision créative qu'une IA, justement, qu'une technologie ne pourra pas apporter, c'est-à-dire bah, étudier des films si c'est vraiment ce que les gens veulent faire. Alors là, on parle par exemple du métier de réalisateur, mais il n'y a pas que ça. On sait qu'il y a beaucoup de métiers en animation, technique, mais c'est toujours ce sens, je dirais, artistique et de création. On pourrait se dire, bah, ça, en fait, vous l'aurez en vous. Et peut-être que dans tes débats, c'est aussi est-ce que la création c'est inné ou pas? Est-ce qu'on peut la développer? Moi, je suis persuadée qu'on peut la développer, qu'on peut se faire une culture. Et je dis ça, même moi, j'ai pas une très grande culture, je devrais développer ça. Mais voilà, si on veut vraiment travailler dans ces métiers, en tout cas, ça me paraît clé de voilà développer ce sens critique, en fait, sa manière de réfléchir. Et ça, je pense que c'est un truc qui peut-être sera problématique dans les générations futures. J'ai pas de boule de cristal, mais on peut pressentir ça, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent de moins en moins. On le sait aussi, par exemple, nous, il y a un vrai sujet, c'est la capacité d'intention des jeunes publics. Donc, il faut savoir qu'en animation, en France notamment, on développe beaucoup de programmes pour les enfants. Et c'est quelque chose
qu'on porte un peu aussi en responsabilité quand on est producteur Hyper intéressant. de séries d'animation, c'est de se dire qu'est-ce que je vais raconter à mes futures générations. Alors déjà, comme je te disais, c'est très long. Donc par exemple, quand on commence à produire un dessin animé, on a entre 3 et 5 ans pour que le projet se fasse, et ça, c'est quand ça se passe plutôt bien. Donc dans 3 ans, j'ai un dessin animé qui va sortir. Qu'est-ce qui sera important pour les jeunes? Et donc, il y a des études qui montrent, par exemple, que un dessin animé des années 2080, c'était des plans qui faisaient environ 8 secondes. 8 secondes pour que les enfants se mettent dedans, etc. C'était très lent. Là, on nous demande de faire des dessins animés où toutes les 2 secondes, ça doit changer. Un peu comme les réels Instagram, tu vois, Ouais, où ouais, tout à quand ça fait. dure plus de 45 secondes, bon, allez, c'est Bah bon, oui. ça m'a saoulé. Et Mm. donc, on sait maintenant, là pour le coup, c'est prouvé scientifiquement que chez les jeunes, il y a un énorme manque de concentration. Je crois que dans les écoles, j'avais entendu, c'est 10 minutes par exercice maximum. Alors ça c'est un vrai problème. Et même, tu vois, il y a un truc qui est intéressant, je trouve, avec l'arrivée de l'IA, c'est aussi les producteurs qui se disent, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de raconter? Et qu'est-ce que j'ai envie de donner, notamment en animation, à nos futures générations? Et ce qu'on veut, c'est leur donner du contenu de qualité. Euh, Moi-même étant dans le secteur, je fais très attention à ce sur quoi je mets ma fille. Enfin, je me dis, est-ce que j'ai envie de la mettre devant un truc qui va la surexciter ou en fait son cerveau il va complètement se reset, etc. Ou est-ce que je veux la mettre devant quelque chose où bah oui, il y a de plus en plus de parents qui me disent ah t'as pas un dessin animé un peu sympa qui la pose, qui soit calme, ou ce soit un vrai moment sympa pour elle et pas juste un truc où en fait je vais me vider la tête parce que est-ce que quand on a entre 3 et 5 ans on a vraiment besoin de se vider la tête? Je sais pas, c'est peut-être une question plus psychologique, mais voilà, c'est une vraie question. Et donc ça, peut-être aussi, c'est un skill qu'on pourrait essayer de développer dans le futur, c'est-à-dire arriver à rester concentré aussi et pas de se faire comment on dit, suractiver tout ce qui se passe autour de nous et Sollicité, ouais. voilà, sursolliciter Ouais. exactement. J'en profite parce que c'est moins le sujet qu'on avait prévu d'aborder ensemble, mais évidemment ça nous passionne, ça fait partie aussi des sujets qu'on suit dans Tech Café habituellement, mais j'en profite pour te poser la question, est-ce que tu constates aussi cette espèce de besoin, voire une demande, hein, j'imagine des sociétés qui passent commande de contenu auprès de vous, je sais pas exactement comment ça marche, mais de rappel de l'intrigue. On a déjà abordé ce sujet hein, avec les séries Netflix, les films où t'as les personnages qui te redisent 10 fois leur plan tel qu'ils l'ont prévu durant l'épisode pour que si jamais tu as manqué un passage de la série, tu saches vraiment hein, ce qu'ils ont prévu de faire et que tu puisses suivre l'histoire. Tu le constates ça dans les productions que vous êtes amené à livrer, ouais? Ouais, ouais. On le constate, c'est-à-dire il faut vraiment maintenant répondre à un cahier des charges où l'audience peut à la fois regarder ton produit et à la fois être sur son téléphone. Et ça, c'est une demande. On se dit, bah en fait, il faut qu'on fasse des sortes de piqûres de rappel pour leur dire, ouh, je suis là. Et donc, même pour les enfants, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment un peu plus calme, où ça parle un peu plus, non, rajoute-moi de l'action. Waouh, mais est-ce qu'ils peuvent pas juste souffler? Est-ce qu'on peut pas juste se poser devant ça? Et non, ça, c'est assez flippant, en vrai, hein. Est-ce qu'à ton avis, j'avais pas prévu de l'aborder avec toi, mais ça me vient au fil de notre discussion, est-ce que tu penses que les IA pourraient être à terme une solution, alors non pas de remplacement de la création de A à Z, mais sur de la déclinaison? On a aussi abordé parfois la possibilité de personnaliser son contenu, d'avoir, bah voilà, si j'ai envie que ce soit incarné plutôt par un garçon, plutôt par une fille, etc., des IA pourraient aller adapter le contenu un peu en temps réel. C'est des exemples un peu brutaux que je donne, mais on pourrait imaginer effectivement d'avoir des contenus demain où justement on pourrait choisir d'avoir ces rappels au scénario si jamais on a un enfant qui a besoin qu'on lui rappelle le scénario en permanence ou justement des versions de contenu. Est-ce que tu penses que l'IA pourrait amener d'autres ressources de type déclinaison ou est-ce que ça te semble trop antinomique avec la notion même de création sur l'audiovisuel? Non, je pense que c'est possible, notamment, par exemple, on peut parler du doublage. Hey. C'est-à-dire que nous, quand on double une série, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, on se dit peut-être qu'il y a des langues, je sais pas, on pourrait imaginer que dans certains pays, où on n'aurait pas eu l'argent de le faire doubler, ben là, on peut, peut-être. Voilà, c'est Ok, peut-être un excellent. exemple où on pourrait se Ouais, dire ouais. là, c'est possible. Et il y a quelque chose dont je discutais avec une autre personne du collectif qui disait, on sait que l'animation, par exemple, c'est extrêmement long. Donc, entre deux saisons, il peut y avoir des années. Et en fait, peut-être que l'IA pourrait aussi accélérer ça et réduire le gap, du coup,
où on a l'impression, on faisait un peu parallèle avec les dinosaures, c'est-à-dire c'est long, tu vois, pourtant on utilise des technologies qui sont hyper novatrices, et en parallèle c'est quand même extrêmement long. Donc il y a un peu un parallèle qui est un peu étrange. Euh, donc oui, je pense qu'il y a il y a des options d'exploration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la technologie est là. Et je pense que s'y fermer, même ne pas regarder ce qui se passe, se dire que de toute façon on est contre par principe et par position, je peux tout à fait l'entendre, mais en même temps c'est là, donc je pense qu'il vaut mieux se préparer à comment est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose où tout le monde serait plus ou moins satisfait, même si c'est impossible de satisfaire tout le monde, plutôt que de rester dans l'ignorance ou dans le déni, quoi, je sais pas. Ouais, tout à fait. Faire preuve de curiosité, peut-être encore et surtout, et d'apprentissage. Surtout si on est contre. J'ai l'impression que si on est farouchement contre quelque chose, ça mérite de l'étudier et de s'y intéresser pour affiner son avis ou peut-être se challenger. Ça peut être intéressant et faire preuve d'esprit critique. Un des derniers sujets que je voudrais aborder avec toi, est-ce que tu as un regard sur les marquages, les filigranes, en gros, enfin voilà, sans rentrer dans les solutions techniques, mais on sait que SynthID, qui est porté par Google, mais qui a été rejoint par plusieurs sociétés, dont OpenAI, je crois. Enfin, il y en a plusieurs. Et puis il y a d'autres solutions, mais de marquage, donc des filigranes qui font que on a une forme de label d'IA, alors qui n'est pas forcément visible par un humain, mais en tout cas, on a un suivi, une forme de traçabilité. Est-ce que tu penses que ça va être nécessaire pour l'adoption de la technologie? J'ai l'impression que c'est une question un peu rhétorique que je te pose parce que je vois pas comment on peut dire non, mais à quel point tu penses que ça va être essentiel, ces marquages et ces filigranes dans les contenus par IA? Alors, nous, on en a parlé justement à Annecy il y a 2 semaines, où on se disait comment est-ce qu'on pourrait essayer de trouver des solutions de régulation. Et on a fait un peu le parallèle avec, tu sais, les menus dans les restaurants, où maintenant c'est obligatoire de marquer si ça vient, par exemple, si c'est surgelé ou Oui, si tu l'as fait importer dans ton restaurant. fait Et comme ça, maison. les gens ont le choix. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de laisser finalement aux auditeurs et aux spectateurs d'avoir le choix de, je sais que je regarde un contenu qui a été généré par IA, je sais les problèmes que ça a pu générer, mais je décide d'y aller quand même. Comme, en fait, quand on achète un vêtement et que c'est marqué en provenance de, et là on sait que par exemple, si on, je sais pas, en provenance du Bangladesh ou j'en sais rien, bah, on choisit quand même d'acheter en âme et conscience. Et il y a des gens qui vont pas regarder, ils savent qu'ils regardent pas, mais que l'information est accessible. Je pense qu'il y a un parallèle comme ça qui serait intéressant à faire aussi, c'est-à-dire, je choisis ou non d'aller regarder un contenu avec de l'IA. Et je sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu un peu le buzz de la pub Intermarché qui Bien a été sûr. faite par le studio Mhm. Illogic Tout à avec une fait. technique traditionnelle, Le fameux loup. le fameux loup, exactement. Et en parallèle de ça, je crois que quelques semaines avant, il y a eu un gros backlash de l'audience aussi sur une publicité McDo Oui, tout qui à du fait. coup avait utilisé de l'IA. Et là, du coup, les spectateurs ont décidé de non, voilà. Et là, oh, gros buzz sur les contenus faits en traditionnel. Donc, je me dis peut-être qu'avec du coup ce filigrane ou en tout cas cette mention faite avec de l'IA ou pas, ça pourrait aider le public à choisir ce qu'ils veulent regarder. Et là encore, je pense qu'il faut se méfier de ça parce que à Annecy, notamment, il y a une petite histoire, il y a un court-métrage qui a été fait qui utilisait en partie de l'IA, de ce qu'on m'a dit 5 à 10% seulement. Le processus de création était vraiment très présent, très fort. L'artiste était au centre, etc. Et pourtant, le public a très mal réagi en disant, encore une fois, en faisant des raccourcis, en disant le film a été entièrement généré par IA, alors qu'en fait, non, il y avait vraiment beaucoup de monde qui avait travaillé sur ce film, etc. Et donc là, on se dit, pareil, je pense qu'il y a une sorte de démocratisation de l'IA, enfin de l'IAG en tout cas à faire. C'est ce qu'on essaie de faire chez Creative Machine. On essaie vraiment de donner un maximum d'infos aux gens pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent, à leur sauce, après juger en fait. Mais du coup, là, ça fait un peu mal au cœur de se dire, bah en fait, il y a un artiste qui a travaillé dur, il a travaillé avec des équipes. Peut-être il y a eu 5% de son film où, je sais pas, c'était peut-être du transfert de style, du rendu, enfin, un truc qui finalement était presque anecdotique sur le truc. Mais je pense soit il y a une mention, soit je sais pas comment le mot s'est répandu qu'il y avait de l'IA. Et là, le public a dit non, on veut pas.
Alors qu'en fait, peut-être que si dans le filigrane ça avait été marqué que non, c'est juste 5%, sur ces étapes précises, les gens auraient très bien réagi. Donc là, voilà, filigrane, je dirais oui. Sur le principe, moi, je serais pour pouvoir avoir cette mention. Mais après, il faut qu'on sache dans quelle mesure ça a été fait. Et encore une fois, tout ce que j'ai raconté, c'est très particulier au secteur de l'animation, qui est mon secteur. Mais je sais que ça peut être différent, par exemple, dans le secteur de la pub, dans le secteur du documentaire, dans les VFX, c'est aussi très différent. Par exemple, en VFX, c'est vrai que j'avais entendu parler d'un tournage et puis ils n'ont pas pu faire un plan pour bloquer une rue dans Paris avec des dizaines de véhicules, etc. Ils l'ont fait avec de l'IA. Ça leur a coûté beaucoup moins cher que s'ils avaient Bah dû oui. bloquer des centaines de personnes sur Paris. Là aussi, on parle d'empreinte écologique, c'est-à-dire en fait, les gens se disent, bah, l'IA, ça consomme beaucoup d'énergie et tout. C'est vrai, c'est un fait, c'est là. Mais il faut savoir que ce qui consomme le plus, par exemple, sur une production d'animation, c'est le temps humain. C'est Bah ce que oui. les gens mangent, c'est comment les gens vont Mm. au travail, etc. Et donc, finalement, faire une image qui aura, bah oui, pris sur un data center, etc., mais qui n'aura généré qu'un seul humain comparé à des centaines d'humains derrière, parfois, il y a des chiffres qui se posent aussi. Et donc, voilà, donc par exemple, imaginons un film entièrement fait en long métrage et puis on a une scène qui aurait été faite en IA, est-ce que ça mérite un backlash du public ou Mhm. est-ce que on se dit, bah en fait, c'était nécessaire au film, à faciliter la compréhension de la scène, sinon le film n'aurait pas pu se faire. Enfin, tu vois, il y a des trucs où je me dis, parfois les réactions peuvent être aussi très extrêmes et donc tout est à nuancer. Je pense qu'il faut que déjà le grand public comprenne bien les différences entre les différentes IA, comment ça marche. C'est pas de la magie, quoi. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, un dessin animé, on se rend pas compte à quel point c'est vraiment un savoir-faire traditionnel et de tissage, mais qu'en vrai, c'est un métier, quoi. Donc Ouais, ouais, pareil, tout à faire des fait. films, c'est un métier. Et c'est marrant, effectivement, cette polarisation que tu décris, alors que je ressens moi à un humble niveau, hein, mais quand je relais, quand je fais mes petits plans de com pour mettre en avant les sujets qu'on a abordés dans le podcast, notamment sur les réseaux sociaux, il y a vraiment énormément de retours qui sont presque dogmatiques, quoi. Le simple fait qu'on aborde des sujets autour de l'IA s'associe au fait qu'on est en train de cramer la planète. Et je pense que c'est déjà, finalement, moi je me félicite que les gens aient maintenant ce réflexe, même s'il est sans doute à outrance. Et par exemple, je reparle encore de Elgrind qui nous a marqué pendant cette saison, là, durant ces derniers mois, qui est un rendu graphique qui est quand même malgré tout impressionnant, avec une cohérence qui est très chouette, même si c'est pire qu'un nanar, quoi, d'un point de vue scénario, c'est vraiment pas ouf. Mais tu te dis effectivement l'empreinte carbone de ce truc-là. Spontanément, tu te dis que c'est une hérésie, que c'est une catastrophe. Mais si je compare à l'empreinte carbone d'un Marvel, qui finalement a peut-être pas forcément beaucoup plus, bon, c'est selon les points de vue, hein, mais de valeur ajoutée sur le plan culturel et sur le plan de l'éveil de l'info de fond sur la base d'un scénario creusé, bah finalement c'est bien moindre, quoi. Donc bon, tout ça est à relativiser et c'est l'objectif effectivement, c'est de continuer à en apprendre le plus possible pour avoir beaucoup de recul et savoir de quoi on parle. Pour terminer, est-ce que tu aurais, Jade, un ou plus, si tu veux, conseils pour les studios d'animation qui veulent essayer d'en savoir un petit peu plus, ou peut-être voilà les métiers qui touchent à ce domaine. Je pense qu'il y a un conseil assez évident, et peut-être que ce sera le seul, c'est de se rapprocher de Creative Machine, mais peut-être que tu as d'autres approches et d'autres conseils à donner. Non, bah, ce que je dirais, c'est vraiment de s'informer, de pas se laisser gagner par le marketing, de toujours trier les infos qu'on reçoit, et oui, d'essayer de comprendre, quoi. Je dirais ça parce que j'ai de conseils à donner à personne. Mais voilà, et puis s'il y a des gens en effet qui veulent venir échanger, nous, notre Discord est ouvert à toutes et à tous. On peut très bien échanger. On fait ça en plus, on fait ça bénévolement, donc on fait ça vraiment pour notre secteur qu'on aime. C'est un peu niais dit comme ça, mais voilà. Donc venez. S'il y a des gens qui sont du secteur qui veulent venir échanger, des artistes, des techniciens, des producteurs aussi, si par hasard ils tombaient là-dessus, bien sûr, on est très ouvert à la discussion et ça ne fera que renforcer notre position collective.
et vous pouvez aller sur creative-machine au pluriel machine.fr. Vous aurez de toute façon le lien dans la description, dans les notes de l'épisode, enfin partout. Donc vous devriez retrouver ça plutôt facilement. C'était passionnant. Jade, est-ce que tu veux transmettre, comme la tradition le veut à la fin des épisodes de podcast, un endroit où toi, on peut te retrouver individuellement? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, te suivre sur des canaux, que ce soit les réseaux sociaux ou des espaces en ligne? Oui, bien éventuellement sûr. Du coup, sur mon LinkedIn, donc Jade Autain. Voilà, je poste de temps en temps mes actualités et sinon les actualités de Creative Machine aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter, mais pas pour des messages de haters, s'il vous plaît. Faut les ignorer, mais effectivement, j'ai l'impression que malheureusement, c'est la lourde tâche qu'on a quand on aborde ces sujets, c'est qu'il faut accepter le lot de trolls, bon, comme dans plein d'autres domaines, mais c'est tellement polarisant que c'est sans doute plus en matière d'IA. Merci infiniment pour ton temps, c'était trop cool, c'était vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui connaît la profession et qui observe ça. Je suis à peu près sûr qu'on pourrait, si tu en es d'accord, se donner rendez-vous dans 1 an, 2 ans peut-être, pour voir si les choses ont changé. Je sais pas, j'ai le sentiment que les choses auront encore profondément changé quand on voit la vitesse à laquelle ça va. En tout cas, si vous voulez continuer à suivre ce sujet et plein d'autres sujets tech, évidemment, abonnez-vous à Tech Café, que ce soit en podcast, sur la partie audio, c'est trop cool, ça vous accompagne dans vos trajets au quotidien, pendant que vous faites du sport, de la cuisine, du ménage, voilà, vous pouvez écouter les épisodes de Tech Café. Et si jamais vous voulez profiter aussi des articles qu'on montre ou des différents éléments qui vont un petit peu plus loin en vidéo, vous pouvez aussi évidemment vous abonner sur la chaîne YouTube Tech Café. Et je tiens aussi à rappeler que Tech Café est rendu possible maintenant que je m'y consacre à 100% à titre professionnel par vos abonnements. Donc si jamais vous trouvez que Tech Café a un intérêt, si jamais ces découvertes, ces échanges, les revues d'infos qu'on peut faire vous sont utiles dans votre métier ou sur ces domaines qui vous passionnent, patreon.com/techcafé pour envisager un abonnement payant avec pas mal de contreparties plutôt cool. Il y a aussi un abonnement gratuit qui est disponible sur patreon.com/techcafé pour recevoir déjà la première contrepartie, c'est la newsletter hebdomadaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup, Jade. Je te souhaite le meilleur pour la suite, pour les productions que tu peux être amené à gérer. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.